Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Nous sommes décidément loin de ces années de socialisme de la mamelle, quand on nous déclamait des discours qui stigmatisaient l'impérialisme américain, la mainmise du capitalisme transnational sur les ressources des peuples, et patati et patata. Aujourd'hui, nous sommes à l'exact antipode de ces professions de foi socialistardes. Pourtant, l'actuel chef de l'État était le ministre le plus proche et même l'ami intime du chef de l'État de l'époque qui nous abreuvait ainsi quasi quotidiennement de ses logorrhées révolutionnaires. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, nous rappelle-t-on. Sauf que nous, on n'a pas seulement changé, on a juste viré de bord, on a juste changé de planète. Presque tous les communistes que je connaissais, les paxistes, les trotskistes et j'en passe, sont devenus de vibrants défenseurs du libéralisme le plus débridé, et même de grands capitaines d'industrie. Allez, soyons charitables, concédons-leur cette appellation, capitaine d'industrie. Les pauvres, enfin, les pauvres, faut pas trop exagérer non plus. Et donc, non seulement le libéralisme le plus sauvage, le plus amoral, le plus immoral, règne désormais en maître sur les lieux, mais plus encore, pour ne pas dire pire encore, c'est dans une logique de bradage du pays tout entier que nous nous sommes joyeusement engouffrés. Il y a quelques années, en 2005, avec Chakib Khalil à la manœuvre, et le bédouinisme des députés algériens, il a fallu de peu pour que la dénationalisation des hydrocarbures soit légalisée. La loi a été adoptée, signée, il ne restait plus qu'à la promulguer. Et on ne sait par quel miracle cela ne s'est finalement pas réalisé, aux grandes dames de M. Chakib Khalil. En 2016, le Code de l'investissement, qui était fondé sur le principe sacro-saint de la règle 51-49, qui donnait à l'État algérien préemption pour assurer un contrôle sur l'économie algérienne, a été réaménagé, si on peut user de ce mignon euphémisme, pour zapper la dite règle. Plus de 51-49 par conséquent. Rien n'empêche plus désormais l'investisseur étranger de faire l'acquisition de n'importe quelle ressource nationale, ni n'importe quelle entreprise qui soit, si ce n'est une procédure de simple formalité. En tous les cas, et pour faire simple, tout a été mis en place pour ouvrir un boulevard à quiconque veut investir en Algérie, y devenir propriétaire d'entreprises publiques, y créer ses propres entreprises à très fort rendement, comme ce fut le cas dans la téléphonie, par exemple. Aujourd'hui, c'est dans l'agriculture que ça se passe. On nous annonce donc qu'une concession de 25 000 hectares vient d'être accordée à une société algéro-américaine, à Al-Bayr, pour réaliser ce que le gouvernement annonce comme étant un méga projet de production laitière, fourragère, céréalière et maraîchère. Et on nous dit même que ce projet commencera à fournir ses premières productions dès le début 2017. C'est-à-dire dans 2 mois, ou 3. Et comme 2019, cette méga-ferme sera dotée de 20 000 vaches laitières. Et on nous annonce déjà dans la foulée 2 autres méga-projets, nous précisons, de 25 000 et de 50 000 hectares dans la même région d'Al-Bayr. Et c'est un monsieur que nous découvrons, dont on nous dit qu'il est le président du conseil d'affaires algéro-américain, qui avance ces chiffres. En soi, rien de vraiment renversant, puisqu'on en a vu de plus corsé. Mais ce qui nous interpelle est que le même président du même conseil d'affaires algéro-américain, M. Smaïl Chikhoun, nous apprend que la coopération agricole avec les Américains sera d'une telle importance qu'elle supplantera les échanges en matière d'hydrocarbures, de pharmacie et d'équipements militaires. C'est dire que cette coopération promet d'être très, très importante et que les projets sont déjà identifiés, voire peut-être même déjà négociés et conclus, sans que l'opinion publique n'en sache quoi que ce soit.
Curieusement, la presse, généralement friande de ce genre d'infos, n'en a vraiment pas fait état. Et le gouvernement, qui n'en rate pas une pour pavoiser, généralement, n'a presque pas communiqué sur le sujet. Pourquoi? Est-ce qu'on nous cacherait des bébés dans des placards, par hasard? Aujourd'hui, All Huffington Post, entrée en production fin 2016 d'un projet algéro-américain d'élevage et de céréaliculture, par rédaction du HuffPost Algérie. Le Soir d'Algérie, partenariat algéro-américain dans l'agriculture à Al-Bayad, le projet de 25 000 hectares sera opérationnel dès janvier 2017, par NB. All Huffington Post, les leaders de la Silicon Valley sont d'origine algérienne. Smaïl Chikhoun sur Radio M, par Andy Bala. Algérie, les Américains débarquent. C'est le titre de l'émission d'aujourd'hui et je l'ai plaisir pour en parler d'accueillir Karim Aloueche qui est avec nous sur le plateau. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vous êtes franco-algérien, oui. Économiste de formation, financier de profession. Vous êtes aussi élu en Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Vous êtes directeur du développement commercial pour la banque d'affaires du groupe Crédit Agricole. C'est cela. Voilà. Il y aura avec nous au téléphone Farhat Aïtali, expert financier, Sofiane Benagila, militant politique, Sassi Balgat, économiste et enseignant-chercheur. Karim Aloueche. Voilà qu'on nous annonce, donc c'est comme si c'était sorti de sous terre en une fois. Ça veut dire qu'on n'a même pas vu venir. Une grosse coopération entre l'Algérie et les États-Unis en matière agricole. On nous annonce donc la création d'un méga projet, c'est comme ça qu'ils le qualifient eux-mêmes, à Al-Bayad. Et le lancement prochain, très prochain, de 2 autres méga projets, dont l'un sera légal, 25 000 hectares, et l'autre qui sera du double, de 50 000 hectares. Et pour ce premier projet, entre autres productions, nous allons donc sur de fermes laitières avec 20 000 vaches. Pour commencer, nous dit-on. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, la première chose, c'est qu'il n'y a pas eu de communication sur ce grand projet. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est étonnant, surprenant de voir le drapeau américain aux côtés du drapeau algérien. On a plus l'habitude pour les franco-algériens de voir plutôt le drapeau français avec le drapeau algérien. Qui a été longtemps le premier partenaire économique. Qui a été longtemps le premier partenaire économique, historique. On connaît tous l'histoire un peu compliquée entre la France et l'Algérie. Moi, ma première réaction, c'est de me dire, a été d'abord positive, de me dire, les États-Unis, en général, lorsqu'ils prennent une décision d'aller quelque part, ils font pas semblant. Ils mettent des moyens énormes. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la force de frappe des Américains. C'est première puissance mondiale. Et puis, je dirais, ce sont des gens qui dictent leurs lois au monde entier. Ils ont mis en place la réglementation FATCA, qui oblige de déclarer dans le monde entier à tous les acteurs économiques et financiers les Américains qui auraient des avoirs à droite à gauche ou des revenus. Donc c'est sans réciprocité. C'est-à-dire que les autres pays ne peuvent pas leur imposer. Et en général, quand ils arrivent quelque part, ils ne font pas semblant. Donc des moyens énormes et colossaux. Mais à votre avis, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que nous assistons là à une opération à la limite économique, commerciale, entre partenaires, un entrepreneur américain qui conclut un contrat avec un entrepreneur algérien, ou est-ce qu'il est question de coopération, de relations d'État à État? Écoutez, quand on voit l'échelle du projet, oui. On n'est plus dans la petite ou la moyenne ou la grande entreprise. Je veux dire, les Américains, ils ont les moyens, les gros entrepreneurs, les grandes sociétés. Ils ne vont pas arriver, ils parlaient de 20 000 vaches laitières. Je pense qu'on va arriver très vite à 100 000 vaches. Enfin, c'est du très gros. Pour moi, c'est un niveau, c'est à l'échelle d'un État, voire d'une zone géographique. Je vous rappelle quand même que l'Algérie, c'est à portée de main de l'Europe. Donc moi, ma première réaction, c'était de me dire, mais pourquoi ils viennent en Algérie ? Donc j'ai pensé aux accords qui sont en train de se signer entre l'Europe, qui ont été signés d'ailleurs, péniblement entre l'Europe et le Canada, d'échanges, et notamment agricoles. Et je me suis dit, tiens, ils viennent peut-être rivaliser, ils ne vont pas laisser leurs camarades nord-américains, canadiens, aller profiter du marché européen.
sauf qu'en se disant, en allant en Algérie... marché européen, vous dites. Hein, ah oui, moi je pense. Vous considérez que ce sont des brisées européennes, que personne ne peut venir déranger. Exactement. Et la deuxième chose, c'est de se dire, l'Algérie, d'abord, c'est aux portes de l'Europe. Et puis, l'Algérien est présent dans toute l'Europe. Les communautés, la diaspora algérienne, il y a un nombre énorme et important de franco-algériens en France, et d'essayer un peu de faire ce lien. Après, ma réflexion s'est dit, à qui ça profite tout ça? Est-ce que ça va profiter aux Algériens d'abord? Les Algériens sont aussi présents aux États-Unis maintenant, en force et en élite. D'ailleurs, je vais vous interrompre un petit moment, nous allons regarder 2 courts extraits, l'un après l'autre, où nous allons voir, donc soundbite s'il vous plaît. D'accord. Dans l'art, etc. Donc, c'est de diversifier les échanges de domaine américain. ما بقاتش غير في نطاق يعني البترول في نطاق la défense, surtout plus d'économique et plus d'échanges commerciaux. Et dans le commercial, on essaie de diversifier les secteurs, des canaux hydrocarbures. En deuxième était venu tout ce qui est pharmaceutique, comme secteur, deuxième secteur où il y avait des Américains. Mais maintenant, je pense que c'est ce secteur de l'agriculture, c'est lui qui va dépasser les 2 premiers. Celles qui sont dans les services, قطاع الخدمات خاصة الفارماسيوتيك puisque الشركات الكل الامريكانيه اللي فيها في الصيدليه كاع يتعاملوا هنا في الجزائر. Toutes sans exception, toutes les grandes compagnies américaines dans le pharmaceutique travaillent en Algérie. إما مع الحكومة مع الصيدال وإما مع les privés. Nous apprend que et là nous allons regarder le deuxième enregistrement. Il y a une petite chance de voir les géants de la Silicon Valley venir un jour en Algérie. Ça sera du Haïti, évidemment. Oui. Alors, la Silicon Valley, il faut que je vous dise une chose, c'est que les grands leaders actuellement de la Silicon Valley, c'est des Américains, mais principalement d'origine algérienne. Il y en a beaucoup. Il y a quelque temps, c'était une prédominance d'hindous et de Chinois. Mais leurs gouvernements respectifs de la Chine et de l'Inde ont très bien réagi puisqu'ils ont intéressé les gens qui avaient des positions assez importantes au niveau des grandes corporations. Je citerai Google, Facebook, HP, Cisco, Intel, Xilinx. Ils ont pris ces leaders-là pour créer leur propre Silicon Valley à Bangalore en Inde. Et ils leur ont offert le même salaire. Le même salaire. Ils ont fait la différence entre celui qui allait, si vous voulez, qui est à l'excellence et qui rajoute une valeur ajoutée. Ils ont mis le paquet pour lui dire, vous avez un salaire en Californie, on vous donne le même, venez juste chez vous. Et alors voilà, donc il nous dit que les Algériens aujourd'hui ont remplacé les Hindous et les Chinois qui sont partis chez eux, qui ont été récupérés par leur pays d'origine, et que les Algériens sont omniprésents aujourd'hui à Silicon Valley, qui sont des Américains, mais pour vous dire, pour confirmer ce que vous disiez tout à l'heure, qu'aux États-Unis aussi ils sont présents les Algériens. Et en termes d'élite, ils sont... Les Algériens sont présents aux États-Unis en termes d'élite, ils sont aussi extrêmement présents en termes d'élite en France. Sauf qu'en France, ils sont très peu visibles. Très peu visibles. Parce que c'est cette majorité, je dirais, silencieuse qui, moi je considère à tort, ne prend pas ses responsabilités au sens politique du terme. Je pense que l'élite algérienne, et elle est importante, j'ai des fonctions dans mes équipes, j'ai des franco-algériens, les IT sont des franco-algériens, je travaille avec que des professionnels de la finance et je rencontre beaucoup de gérants de fonds franco-algériens, quelques franco-maghrébins aussi. Donc, on parle aussi des médecins d'origine algérienne qui sont vraiment... les médecins, vous allez à l'hôpital aujourd'hui, pour la communauté, c'est formidable parce qu'il n'y a plus besoin de parler français, pour exprimer. Moi, je vois mes parents aujourd'hui, ils peuvent aller se faire soigner sans difficulté, même s'ils sont. À ce point, ils sont nombreux. Ah oui. On les compte dans les services d'urgence, dizaines de milliers. Dans les services d'urgence, vous avez énormément surtout les services d'urgence, énormément de médecins franco-algériens. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est de la main-d'œuvre hautement qualifiée, pas chère, puisque on ne leur reconnaît pas le statut de médecin, donc on ne les rémunère pas. Et leur formation n'a rien coûté, puisqu'elle a été payée de l'autre côté. Médecin. Et puis, comme ils ont besoin de travailler et de gagner leur vie, bien entendu, ils acceptent les
les fonctions les plus pénibles que représentent tout simplement les services d'urgence. Mais aller dans les départements de IT, de l'informatique, énormément d'ingénieurs franco-algériens. Les enseignants dans les universités, dans tout ce qui est scientifique, mathématique, énormément aussi de franco-algériens. Alors, on a un peu parfois du mal à les trouver parce qu'il y a la vague d'immigration des années 90 suite aux événements, où, faut le rappeler quand même, je pense que ça a quand même pas mal vidé l'Algérie de ses savants, hein, de ses sachants, hein, oui. Exactement. Même si aujourd'hui on essaye un peu de repasser de l'autre côté et de partager. Mais il y a aussi tous les enfants de ce qu'on appelait la 7e wilaya, hein, des Algériens de France. La Fédération de France. Voilà, ouais. on a fêté ça il n'y a pas très longtemps, oui. Il y a eu le 17 octobre, et dont les enfants sont français, mais sont français devenus invisibles. Et d'ailleurs, c'est le français qui s'efforce de lui rappeler, oui. Que tu es franco-algérien. Oui, de lui rappeler de façon négative. Mais bien sûr, discriminatoire. Attention, tu n'es pas. Mais pourquoi sont-ils invisibles et pourquoi n'assument-ils pas leurs origines et pourquoi ne se constituent-ils pas en lobbyisme, en réseau? Alors, vous avez tout à fait raison et c'est une de mes plus grandes motivations dans mon entrée en politique et dans mon entrée, je dirais, dans les relations de la diaspora franco-algérienne. On n'a pas honte de nos origines, pas du tout. C'est que nous avions un souci. Nos parents sont arrivés pour des raisons économiques. Et on reparle de la 7e wilaya, mais à la fin de la guerre, les gens ont repris, ces ouvriers ont repris leur travail, ont continué et ont tout focalisé, je dirais, sur l'ascenseur social. Et l'ascenseur social et l'intégration. Et pour moi, l'intégration se fait par le capital. Ce n'est pas un problème identitaire. Et ensuite est arrivée la crise, les années 80. Je vous ferai grâce du discours et des années Mitterrand, hein, qui ont, pour moi, complètement bouleversé l'image du franco-algérien, sa position et, je dirais, son intégration. Hein, et qui, pour moi, a fait énormément de dégâts dans une classe d'âge, puisque les gens de ma génération, eux, ont suivi, je dirais, l'école républicaine. Et pour ceux qui sont allés au bout de leurs études, ont un emploi, ont de hautes responsabilités. Il y a beaucoup de franco-algériens qui ont de hautes responsabilités dans les secteurs privés. Hein, donc pas de passe-droit, hein, c'est que de la performance. Et une autre classe d'âge qui, elle, est complètement perdue, avec un problème social aujourd'hui, du chômage, etc. Les études... Les fameux enfants des quartiers, comme on dit. Voilà, on ne dit même pas les quartiers difficiles maintenant. Quartier, ça veut dire difficile. Voilà. C'est la traduction. Et je pense que la France a toujours eu une relation compliquée. C'est un peu un couple compliqué et complexe qui n'a pas réglé ses affaires historiques, mais qui est toujours aimé. Moi, j'ai fait un voyage en Algérie, j'ai été surpris, j'étais avec une personnalité politique, j'allais pour des raisons professionnelles, et j'ai été étonné de cette espèce d'amour par le peuple algérien, de cette classe politique française. Je m'attendais à l'inverse plutôt, mais pourquoi pas. Pour moi, aujourd'hui, tout est bon tant que ça profite à l'Algérie. Ce que je pense très sincèrement, c'est qu'il est temps que la diaspora des Algériens de l'étranger, hein, qu'ils soient binationaux ou pas, s'organise d'abord. Mais vous ne m'avez pas dit pourquoi elle est invisible, cette communauté non dite. Non, elle est invisible. Alors, elle est invisible, pourquoi ? Parce que je pense qu'elle est concentrée sur son développement économique et social. Chacun pour soi. Ses intérêts. Voilà, exactement. Ouais. Faut le reconnaître. Chacun pour soi, pour ne pas être repéré, si on peut utiliser ce terme. En fait, j'irai plus loin, elle ne se cache pas. Je pense qu'elle ne se préoccupait pas de ça. C'était pas sa première des préoccupations. Et j'ai pas mal d'amis qui sont dans cette situation, à qui je dis, il faut faire quelque chose. Ils me disent, mais non, Karim, continue ta vie, tout se passe bien pour toi. Ça ne nous concerne pas. Et moi, je dis, si, ça nous concerne, parce qu'un jour ou l'autre, on est toujours ramené à nos valeurs. Et dans ce pays, ce qui est formidable, c'est que la France nous ramène toujours à nos origines. Hein. On vous appelle enfant d'immigrés, on ne peut pas vous appeler immigré, vous n'avez pas immigré, vous n'avez pas fait de voyage, mais on vous ramène toujours à cette condition. Moi, ce que je trouve... alors, le danger, c'est que l'agriculture, c'est quand même une activité extrêmement importante pour un État. Son indépendance dépend de son agriculture. On parle de Avant, on parlait de la France, on disait les mamelles de la France, qui étaient l'industrie et l'agriculture. Voilà, exactement. Ouais. Ce qui était dit dans votre reportage, et vous avez raison, l'agriculture, c'est une activité de masse qui représente des montants, des moyens
je dirais, disproportionnée. On n'est plus dans l'industrie, on est bien au-delà, et ça concerne tout le monde. Donc oui, ça va prendre une place très très importante. Mais les Américains, pour revenir au vif du sujet, les Américains qui, à certains moments, ont fait profil bas, qui ont laissé la France en avant, hein, un peu comme s'ils lui avaient délégué de plein droit, son droit naturel, j'allais dire, sur ces brisées d'anciennes colonies. Oui. Or, il semble que la France n'ait pas rempli la principale mission qu'on lui a confiée, celle d'endiguer l'installation des Chinois sur le continent, puisque non seulement les Chinois se sont installés dans le continent, ils sont même devenus premiers partenaires économiques de l'Algérie, qui était le premier client et le premier partenaire économique de la France, qui se retrouve donc déclassé au second rang. Et donc les Américains semblent un peu agacés après l'échec de leur stratégie Africom, qu'ils n'ont pas pu installer dans le Sahel. Est-ce que ce ne serait pas pour eux un moyen de revenir en force par le biais économique dans cette grande plaque tournante qui est le Maghreb, dans le cœur est l'Algérie, et qui est en quelque sorte le centre géostratégique et même qui sera peut-être même économique dans le monde. Quand vous prenez une carte à plat, une map monde, le Maghreb est l'exact centre du monde. C'est le centre du monde. Le centre du monde. C'est le centre géographique du monde. Absolument. Géographique et plus peut-être puisqu'il est la frontière naturelle entre l'Afrique et l'Europe, l'Occident. Entre le Nord et le Sud. Entre le Nord et le Sud. Alors, il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les Américains, depuis la Seconde Guerre mondiale, et depuis qu'ils ont participé à libérer d'abord l'Afrique du Nord, oui, il y a eu un débarquement en Afrique du Nord. Ils ont, moi je sais que ma mère me racontait l'arrivée dans les villages de soldats américains, puis ils ne parlaient pas le français, etc. C'est là où on avait découvert le chewing-gum. Le chewing-gum, mais on a surtout découvert que on les considérait comme des citoyens à part entière. Et c'est un peu... On vient libérer c'est les Américains qui considéraient les indigènes de citoyens à part entière. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'ils ont aussi participé un peu à susciter cette envie de révolution, d'indépendance, etc. Et ils n'ont jamais douté de la capacité, de l'intérêt géostratégique de l'Algérie, de par son emplacement entre les deux continents. C'est la Méditerranée, comme je vous disais tout à l'heure, on prend l'avion, 2 heures après, on est à Alger. On fait Paris-Lyon en TGV en 2 heures aussi, et il y en a dans les embouteillages qui mettent parfois 2 heures pour aller au bureau. Mais c'est surtout une très très belle fenêtre, et une très belle fenêtre sur l'Europe, tout simplement. Oui. Après, il faut surveiller ça de très près, parce que l'Algérie a une gestion souveraine de son pays. On l'a vu avec la prise d'otage de la raffinerie, pas d'ingérence, et puis même un côté un peu parfois qu'on explique, presque paranoïaque de dire, vous avez vu l'article 51, je ne veux pas que demain un Franco ou un Algéro, enfin on parle surtout des Franco-Algériens, ne puissent devenir demain président de la République. Ministre, alors qu'il y en a plein. Et surtout que ce soit un peu le bras armé du gouvernement français. Voilà. Si vous avez vu la période des discussions sur la Constitution pour l'article 51, correspond à peu près à la candidature d'un franco-béninois pour la présidence du Bénin. Absolument. Qui était l'ancien conseiller Mais est-ce que vous croyez que le régime algérien s'inquiète du fait qu'il puisse être contrôlé par des franco-algériens qui seraient au service de la France, ou qu'il s'inquiète parce qu'il se sentirait menacé par des compétences venues de l'autre côté? Moi, on peut tout interpréter. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il pense exactement. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que l'Algérie doit réagir et doit rebondir. Ça, économiquement, l'Algérie n'a plus le choix. Les revenus pétroliers sont plus là. Elle doit se développer économiquement. La diaspora algérienne de l'étranger est en train de pousser massivement, parce que même si réussite sociale, même si argent, parce que l'intégration, c'est le capital, on ne va pas se mentir, les problèmes identitaires ne sont pas à la hauteur de ce qu'on prétend. Donner à quelqu'un les moyens, il s'occupera de son identité, et miraculeusement, il n'aura plus de problèmes identitaires. Moi, je trouve que cette diaspora... Vous me disiez tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une image absolument stupéfiante. Je n'avais jamais fait attention. Vous m'avez dit les Saoudiens débarquent aux Champs-Élysées, oui, bien sûr, avec leur hijab. Avec leur hijab. C'est ce que j'appelle l'intégration par le capital. Si vous avez de l'argent, on accepte tout.
Le hijab est le bienvenu. Mais les gens les plus à droite adorent le Moyen-Orient et ont de très bonnes relations avec le Moyen-Orient. Et ça ne gêne et ça ne dérange personne. Dans les grands palaces vous allez dans les grands palaces, il m'arrive de voyager pour mon travail, qu'on aille partout. Hein. À Genève dernièrement, je vais au petit déjeuner, je vois des saucisses, etc. Et je vois écrit halal, aux yeux à la vue de tous. Donc, il n'y a pas de problème. Et pour le bas peuple, non, c'est tout le monde qui est là pour dénoncer la religion, Le Pen et la religion, la tout tenue vestimentaire. Ouais. On a fait toute une histoire cet été sur le burkini. En fait, ça a eu qu'un effet positif sur la personne qui a lancé le burkini, c'est qu'on n'en a jamais autant vendu que depuis cet été. Je vous rappelle entre parenthèses qu'en Chine, les femmes portent le burkini depuis des années parce qu'elles ne veulent pas bronzer. Absolument. Et c'est un burkini intégral. Hein. Exact. Il ne vous reste que les... Et les yeux, ils mettent des lunettes par-dessus. Exactement. Ouais. Et pourquoi ça a été lancé en Australie? Vous savez que l'Australie, au niveau de la latitude, est positionnée à un endroit où il y a des risques de cancer de la peau énormes. Et c'est pour ça que les femmes se sont mises à porter des burkinis parce qu'elles redoutaient le soleil. Et puis, après tout, chacun s'habille comme il veut. Donc, tant mieux pour cette personne qui avait vendu 5000 pièces en Australie, parce que je crois que depuis, elle n'arrête pas d'en vendre. Et puis, après tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour en revenir à notre sujet, moi, j'arrête pas de regarder cette image. Oui, mais j'aimerais qu'on y revienne, d'autant plus que je crois qu'on n'arrive pas à joindre nos invités par téléphone. On a un souci technique. Je crois qu'on va devoir assumer tout seul l'émission. Pour moi, ce sera un plaisir, en tout cas. Le plaisir est partagé, alors. Alors, si on revenait à cette... Vous pensez que c'est une chance pour l'Algérie que de diversifier ses relations économiques? Vous savez qu'en Algérie, en ce moment, il y a beaucoup de demandes, particulièrement au niveau des jeunes, qui disent nous en avons marre de la langue française, il faut angliciser l'enseignement, parce que l'anglais est une langue plus universelle que le français. Et ils disent aussi, parce que c'est un peu les contre-coups de toute la propagande anti-française de certaines années, hein. À un certain moment, c'était un fonds de commerce que de dénoncer la France coloniale et tout. Et après, maintenant, c'est les contre-coups. C'est-à-dire même à ce moment où le régime voudrait bien un peu pacifier un peu le climat, les jeunes sont partis pour dénoncer la France alors qu'ils n'ont pas connu le colonialisme. Et donc ils dénoncent en même temps la langue française dont ils ne voudraient plus, et en même temps les relations économiques avec la France. Et donc aujourd'hui c'est comme si on assistait un peu à un réaménagement, une reconfiguration des données. Est-ce que vous pensez que ça serait une chance pour l'Algérie de diversifier comme ça, comme elle le fait maintenant? Alors, très clairement, s'ouvrir vers le monde et vers la langue anglaise, bien entendu, c'est une chance. Aujourd'hui, nous aussi, moi je travaille quotidiennement en langue anglaise, mes enfants parlent l'anglais, tout le monde aujourd'hui parle anglais, je vais régulièrement à Londres et je vois des fameux jeunes des quartiers qui n'ont pas fait d'études, mais qui exercent des emplois et qui parlent un anglais formidable. Moi, ce que je dis, c'est que c'est énorme, mais c'est important, mais attention. Attention jusqu'où on va aller. Il faut que ce projet profite d'abord aux Algériens. Il faut que ce soit un plus. Et je dirais que parfois le changement culturel, hein, parce que on peut réformer économiquement un pays, on peut industrialiser un pays. Le plus dur, c'est de faire une révolution culturelle. Je pense que l'Algérie a aussi besoin de ça, a aussi besoin d'entendre et de comprendre qu'on ne peut plus se contenter des revenus pétroliers, a besoin aussi d'entendre et de comprendre qu'il faut partager l'économie aujourd'hui. Il y a des entrepreneurs algériens qui sont formidables. On l'a vu dans l'émission, la Silicon Valley est pleine de responsables algériens, hein, on va les appeler algériens, même s'ils ont une double nationalité, voire une triple nationalité. Moi, j'ai fait plusieurs voyages à Alger ces 2 dernières années, et j'ai rencontré une jeunesse qui m'a impressionné. Je suis allé au forum du FICRA, invité par M. Rebra, qui voulait me faire découvrir l'Algérie, parce que oui, j'étais comme pas mal de personnes, je vis ma vie ici, tout va bien pour moi, j'aime beaucoup l'Algérie, puis l'Algérie que je connais, c'est celle de mes parents, donc c'est le FLN, l'indépendance, l'identité à laquelle on est très très attaché et très fier. Hein. Il suffit d'aller voir une rencontre sportive, vous verrez toujours des drapeaux algériens, vous allez voir un mariage, ouais. Les seuls qui mettent des drapeaux sont les Algériens, comme s'il fallait rappeler un moment festif. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est d'abord j'ai rencontré des jeunes qui avaient des niveaux de formation impressionnants et qui n'ont rien à envier aux formations scientifiques européennes, américaines. Et les Américains ne se trompent pas, vous avez les portes grandes ouvertes, y compris, on reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus, vous savez que les Américains draguent énormément
la diaspora franco-algérienne qui exerce des postes à responsabilité. Et ils ne le font pas pour rien, et c'est toujours calculé. Et un Américain, quand il investit, il sait où il va, et il est sûr de gagner, ou certains, en tout cas, il a ses possibilités. Donc d'abord, une maîtrise du français sans accent. J'ai été bluffé. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des centres d'appel en Algérie, vous faites des appels, ce qu'on appelle à l'aveugle, Oui. vous êtes incapable de dire où vous appelez. Absolument. Absolument. Donc ça, c'est... Deuxièmement, une technologie qui n'a rien à envier des écrans, c'était à l'hôtel Horacie. Troisièmement, une maîtrise de l'anglais. J'ai vu parler anglais, français, ça jonglait. Et honnêtement, quand j'étais dans ce forum, à un moment donné, j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert et je me suis dit, où je suis ? Où je suis ? Est-ce que je suis en Algérie, en France, à Londres ? Je me serais cru dans n'importe quelle conférence aux États-Unis, à Londres, à Genève, à Luxembourg ou en France. Et je me suis dit, mais cette jeunesse, elle est en train de pousser. Et c'est cette jeunesse qui part, il faut le rappeler. C'est cette jeunesse qui s'expatrie. C'est cette jeunesse qui va à Silicon Valley. Qui va à Londres. Qui va à Londres, oui. Qui vient même à Paris. Oui, oui. Vous savez, vous avez connu la... Qui occupe aujourd'hui les postes de médecins urgentistes. Mais vous en avez partout, notamment dans le monde scientifique. On en voit maintenant aussi dans la presse. Alors, même si les médias, je trouve que les médias français, ils sont assez fermés. Autant se sont bien occupés de la communauté, je dirais, de couleur, antillais, africaine, parce qu'il fallait mettre de la couleur. Voilà, mais les Maghrébins, on a beaucoup du mal. Il y en a quelques-uns. Oui. Il y a même des associations qui poussent là-dedans, mais ça reste encore compliqué. Mais c'est pas parce que c'est difficile, c'est pas parce qu'on avance tout doucement qu'il faut s'arrêter. Après, ce que je pense, moi, ce que j'aime dans ça, c'est que je me dis, c'est peut-être même une provocation face à la France. En disant, écoutez... Pour titiller un peu, réveiller un peu... Vous nous prenez de haut, mais les autres, ils sont là. Et eux vont nous donner des moyens que vous n'imaginez pas. Et je pense qu'on a une force de frappe, si on l'utilise, je dirais, dans le bon sens, économiquement parlant, une force de frappe phénoménale. Après, ce que j'aimerais... oui, ça n'a pas beaucoup communiqué là-dessus, mais ce que j'aimerais voir, c'est la réaction de mes homologues, un peu en se disant, et si demain, ça se développait comme ça, est-ce que toi, tu serais prêt à aller travailler en Algérie pour des entreprises algériennes ? Et ce qui me fait un peu peur, c'est que je me dis, jusqu'où ça va aller ? Parce que là, c'est énorme. Mais vous savez que la piste que vous suscitez est très intéressante parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est Danier, le SG du FLN qui s'est fait virer. D'ailleurs, c'était dans son avant-dernier discours. Oui. Il avait lancé un avertissement à la France. Il avait dit, la France, il faut arrêter d'utiliser des gens contre nous pour porter un certain discours contre le gouvernement et le président de la République, parce que si vous voulez des contrats, il faut utiliser d'autres moyens, plus légaux, plus amicaux. Il l'a dit. Et puis il faut partager. Et depuis, il a été remercié. Non, mais il faut partager. En tout cas, pour moi, si j'étais un responsable au gouvernement français, je m'inquiéterais de ça, parce que les Américains ne sont pas tendres avec la France. Ils les titillent bien. Ils n'ont pas pu arriver en Europe, je dirais, par le nord du continent. C'est pas grave. On va passer par le sud. Après, ce que j'espère honnêtement, c'est que ça va profiter, qu'il y aura... D'abord, qu'il y aura de la qualité qui sera produite. Oui. On sait tous, tout ce qui est... production, vous savez... C'est dommage qu'on n'ait pas eu nos invités, parce qu'il y a des spécialistes et des experts en la matière. Et tout à l'heure, l'un d'eux me disait au téléphone... Il me disait, ça ne tient pas debout. Il m'a dit, j'ai étudié un peu le topo. Il m'a dit, ils nous disent, dans cette ferme, il y aura à peu près 4 hectares par vache laitière pour produire du fourrage sec. Oui. Et il me dit, d'abord, la vache laitière a surtout besoin de fourrage vert, qui est très difficile à réaliser dans une région comme El Bayad. Et que deuxièmement, 4 hectares ne peuvent pas nourrir en fourrage sec une vache laitière dans l'année, il veut dire. Donc, il semblait assez sceptique. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, en tout cas quand on parle de 20 000 vaches, il faut avoir en tête, l'échelle, c'est des exploitations énormes. Oui. Après, les Américains, leur force, c'est l'agriculture intensive. C'est de produire énormément sur un minimum d'espace. Et puis, moi, c'est ce qui me fait peur, je ne suis pas convaincu que ce sera du bio, parce que le bio, c'est long. Merci d'en parler. Et le bio, ça prend beaucoup de place. Non seulement du bio, peut-être même qu'il y aura des OGM. Peut-être même qu'il y aura des choses de Monsanto. Voilà, il ne faut pas qu'on bascule dans
ce qu'on appelle la malbouffe, hein, c'est-à-dire des produits de mauvaise qualité qu'on arrive à faire pousser très rapidement. Après, la personne qui vous a fait cette remarque et qui est expert a la raison, mais ils n'ont jamais dit qu'ils allaient produire du bio. Ils vont peut-être Non, mais ils ont dit qu'ils allaient produire une ferme qui allait contenir 20 000 vaches laitières. Ça veut dire que ces 20 000 vaches, il faut leur donner de quoi s'alimenter pour pouvoir donner du lait. Le lait se calcule en kilos de fourrage. Vous savez qu'il y a des exploitations semblables en Allemagne qui n'ont pas l'espace et de près pour mettre ces vaches-là, et qui fait une production laitière, c'est le problème qu'on a eu avec l'industrie laitière ces derniers temps, et une concurrence déloyale, qui ont des fermes de 3 000 bêtes, 4 000 bêtes, 5 000 bêtes, qui vivent en fait enfermés dans des hangars, qui ne voient jamais le jour, et qui sont nourris avec des aliments un peu chimiquement modifiés, quoi, hein, des granulés, tout simplement. Quand vous avez l'aquaculture avec les élevages de saumon que les Norvégiens eux-mêmes ne mangent jamais, pas, hein, parce que les saumons sont nourris avec des carcasses de saumon. Absolument. Après, je dirais, on peut tout imaginer. Donc, c'est stratégique, l'agriculture pour un pays, hein, et l'indépendance agricole est très importante. Mais le signe, en tout cas maintenant, il n'y a plus de doute, les Américains sont là. Ils ont essayé pas mal de tentatives. Ils avaient un problème, les Américains. Et moi, quand je vais aux États-Unis et que je rencontre des Américains, on parle un peu de l'Algérie. Et d'ailleurs, c'est marrant, ils ne me parlent pas de la France, ils me parlent de l'Algérie. Et ils me disaient, nous, notre problème, c'est qu'en Algérie, on parle le français. Et nous, on ne parle pas le français. Et ils me disaient, en me montrant du doigt, mais vous parlez et l'anglais et le français. Et vous avez une double culture. Et nous, on trouve ça formidable parce que nous, Américains, on a tous une double culture. Irlandais, hispano, etc. Vous avez vu que dans le sud des États-Unis, d'ailleurs, pour être fonctionnaire, par exemple, en Floride, il faut être bilingue, hein. Anglais-espagnol, hein. C'est obligatoire. Hein. Eux n'ont pas de problème de ce type. Hein. Et la communauté hispanophone est très impliquée dans la campagne présidentielle. Alors je me dis, si ça fait réagir la France et que la France se dit, il va falloir maintenant que je discute d'égal à égal avec l'Algérie. Et que j'aille au charbon. Fini les contrats tout cuits, où il n'y a pas de gagnant-gagnant. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter à l'agriculture. Hein. Ah, c'est sûr, quand les Américains débarquent, généralement... Les offres de services qu'on appelle le tertiaire. Aujourd'hui, moi, je travaille dans la finance et je dis toujours, quand on me dit, explique-moi ton métier, je dis, moi, mon métier, c'est de traiter de l'information. Puisque la finance sont des chiffres, c'est des échanges de données en réalité. Mais il n'y a rien de palpable, physiquement parlant. Le métier des titres, les titres sont dématérialisés depuis très 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 longtemps. Donc ce que font mes centres de production à Paris, ils pourraient le faire à Lyon, à Montpellier, à Marseille, à Alger. On peut le faire n'importe où. Il suffit d'avoir de bonnes connexions, je dirais, de télécommunications et du matériel IT. Mais aujourd'hui, vous savez bien que les grandes entreprises, leurs serveurs ne sont jamais localisés à côté. Et puis, on a tous un plan de continuité des activités, nous-mêmes. Donc, on a des serveurs ailleurs. Et aujourd'hui, il n'y a plus de distance. La distance, on l'a réduite. Donc, tout ça mêlé, ça peut peut-être générer un rapport de force. Enfin... impulser quelque chose de nouveau entre la France et l'Algérie. Et entre la France et l'Algérie, entre l'Algérie d'Algérie et l'Algérie de France, avec cette diaspora, qui a ses habitudes, qui pratique ça depuis des années, et qui ne se positionne pas, contrairement à ce que j'ai entendu, comme des nouveaux colons. Ouais, je ne vais pas coloniser mon propre pays. Vous ne vous êtes pas senti insulté par ce fameux article 51 de la Constitution? Alors d'abord, j'ai été... Qui vous déclasse, hein, il fait de vous un citoyen de seconde zone. Puisque vous n'avez pas les mêmes droits. Il fait de moi un citoyen différent. Différent dans le sens négatif, dans le sens inférieur, dans le sens où vous n'avez pas droit aux mêmes droits. Voilà, c'est-à-dire que je ne pourrais jamais être président, ni ministre, ni ministre. Et donc au départ, j'étais comme tout le monde. D'abord, je ne comprenais pas, parce que vous savez, tout le monde en parle, l'article 51, l'article 51. Qu'est-ce que c'est que l'article 51 ? Je connaissais la loi qui indique que 51% d'une entreprise algérienne doit être détenue par un Algérien. Et puis ensuite, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe ? On s'est battu pour être indépendant, pour avoir une identité, et puis on m'enlève 2% de mon identité, mais qui ont quand même
qui sont importants et essentiels. Et pourquoi vous ne vous battez pas pour recouvrer ce droit? Pourquoi vous ne le dénoncez pas? Alors, vous ne dénoncez pas ce qui n'est rien de moins qu'une grave violation des droits des Algériens qui sont à l'étranger, simplement. Il y a deux choses. D'abord, est-ce que les Franco-Algériens se sentent concernés par ça? On a l'impression que non. Est-ce que les Franco-Algériens s'intéressent à la politique algérienne? On a l'impression que non. Non, globalement. On a même l'impression qu'ils prennent ça de haut, qu'ils se disent bof, à la limite. Non, je pense qu'ils ne comprennent pas. Et puis, beaucoup, cette partie-là, cet aspect-là, ne les intéresse pas. Quand on parle aux Franco-Algériens d'économie en Algérie, ils sont très intéressés, il y a beaucoup d'envie. Il y a beaucoup d'envie de partage, pas d'aller faire de l'argent sur le dos de l'Algérie, mais de partager une expérience. On a toujours ce petit manque, vous savez, on est né ici, on a été élevé ici, mais on l'aime ce drapeau. Moi je rigolais l'autre jour parce que j'ai un ami qui est venu me voir au bureau et puis il ouvre mon placard, il me dit « t'as un drapeau algérien ?» Je dis « oui, c'est la Coupe du Monde ». On a tous notre petit drapeau quelque part et on a ça en nous et je pense que ça restera dans nos gènes. Mais là où vous avez raison, la première réaction quand même, c'est qu'on a des députés algériens de l'étranger qui sont censés représenter nos droits, qui sont au moins censés... Et qui n'ont pas pipé mot, là. Qui sont censés, je dirais, même nous expliquer. À la limite. Parce que c'est pas parce que vous êtes un chef d'entreprise, c'est pas parce que vous êtes un cadre dirigeant que vous êtes sensible à la politique. C'est aussi à ces gens-là, d'abord d'expliquer, et puis combien de députés algériens sont binationaux aujourd'hui. C'est énorme. Oui. Pourtant, l'Assemblée, c'est le législateur. Oui. S'il y a bien quelqu'un qui peut s'opposer à ça. Ils ne se sont pas opposés, ils n'ont pas dénoncé. Donc, il y a une forme d'hypocrisie. Ils n'ont même pas actionné les leviers de recours. Et ce qui est formidable, c'est qu'on ne nous a jamais sollicités, nous, diaspora. Et puis là, on vient nous chercher pour aller défendre quelque chose qui, alors, je ne vais pas dire qui ne nous concerne pas, mais qui ne nous impacte pas directement, ou qui va impacter... qui n'impactera jamais la masse. Et je dis, mais vous, pourquoi vous ne réagissez pas? Donc j'ai interpellé des députés et ils m'ont dit, non, mais pour nous, c'est plus facile de mener ce combat en étant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ensuite, je découvre une chose, c'est que cet article 51 a été modifié et qu'il ne concerne pas les députés. Et depuis... vous l'apprenez. Eux ne sont pas concernés. Les députés, vous êtes sûr? Oui, certains, puisque j'en connais au moins qui sont... C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent se présenter oui, tout à fait. À la législature suprême, comme ils disent? Oui. Sinon, c'est incroyable ce que vous dites, c'est un scandale. Sinon, il faut remplacer la moitié du Parlement. Mais c'est incroyable. Et je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a plus de débat. La moitié du Parlement serait française? Serait en tout cas avec une double nationalité. À peu près, c'est les proportions qu'on m'a données. Je ne suis pas allé vérifier. Donc, il y a quand même, quelque part... permettez-moi, une forme d'hypocrisie, quoi. Hein. Pour le moins. Pour le moins. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez formidable. D'abord, moi, nos parents, en tout cas, j'ai l'histoire de mes parents, puisque mon père était dans la 7e wilaya, les fameux collecteurs, les porteurs de valises, parce que pour faire une émotion, il faut de l'argent. Le fameux réseau Janssen. Voilà. Ouais. Plus, ma maman a été raflée le 17 octobre avec mon frère, et ils ont eu de la chance. Ils n'ont pas été trop violentés, mais ils se sont quand même retrouvés en prison. Donc ils ont quand même, quelque part, mené ce combat, mais ils nous ont donné l'amour de l'Algérie. Et pour moi, l'Algérie appartient à ceux qui aiment ce pays. Et, justement, vous qui êtes économiste et qui êtes financier sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'après tant d'années, un demi-siècle, où nous n'avons vécu que de nos ressources hydrocarbures, ça veut dire même les ressources que nous avions avant, quand la France était partie, l'agriculture qui était prospère, très prospère, la petite industrie, l'artisanat qui se distinguait dans tout le Maghreb, un artisanat de qualité et qui n'existe plus aujourd'hui. Il a été totalement, non pas rasé, il a été éradiqué. Est-ce que vous pensez qu'après avoir tout rasé et n'avoir gardé de nos ressources que les seules ressources hydrocarbures, les seules, on dit que l'Algérie est le seul pays au monde à ne vivre que d'une monoressource. Même le sultanat du Brunei a des placements financiers un peu partout dans le monde. Alors, est-ce que vous pensez qu'après un tel désastre, juste pour acheter la paix sociale, juste pour créer une bulle de prospérité illusoire, est-ce que vous pensez que maintenant il serait possible
de nous retourner et d'utiliser nos vrais potentiels, nos vraies ressources, qui sont l'agriculture, qui sont le soleil, les grandes périodes d'ensoleillement, qui sont l'industrie, qui sont la côte, qui sont le tourisme potentiel. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? L'Algérie est un pays qui est bien né et la France ne s'est jamais trompée. C'est pour ça qu'elle l'a colonisé et c'est pour ça aussi qu'elle fait tout pour empêcher quelqu'un d'autre d'arriver sur le territoire algérien et d'essayer, c'est une forme de néocolonialisme, de rester là. Chasse gardée. C'est ma chasse gardée. Ils ont complètement abandonné la Tunisie dans leur printemps arabe et puis en gros c'est soulevez-vous et puis maintenant débrouillez-vous. Et d'ailleurs les Tunisiens, nos amis tunisiens, remercient énormément les Algériens qui tous les étés sauvent l'économie touristique tunisienne. Oui, L'Algérie, en effet. Vous avez raison, elle s'est mise gravement en danger. On ne peut pas vivre d'une seule ressource. C'est un risque énorme. C'est comme une entreprise qui ne fonctionne qu'avec qu'un seul client. Le jour où le client s'en va, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez plus rien. Et le problème aujourd'hui, c'est que le peuple algérien s'est habitué à vivre comme ça. Et voilà. Maintenant, l'Algérie, elle a une force énorme. L'Europe s'est désindustrialisée. Pourquoi ? Parce que l'industrie, c'est coûteux, en investissement lourd, en machines, en personnel, les ouvriers. En personnel, surtout. Et surtout en ressources, en besoins énergétiques. Pour faire tourner une usine, il faut de l'énergie. L'Algérie a des ressources et elle a... La jeunesse. Elle a la jeunesse, mais elle dispose de la plus grande capacité pour les nouvelles énergies, et notamment l'énergie solaire. C'est formidable. La plus grande surface d'ensoleillement au monde. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire dans le désert, qui devient maintenant, je dirais, quelque chose qui nous apporte une valeur. Donc l'Algérie peut s'industrialiser, et je pense que l'Algérie peut être le rebond de l'Europe. Et c'est toujours cette proximité qui est une force énorme. Aujourd'hui, on fabrique moins en Chine parce que d'abord, il y a beaucoup de malfaçons. Et puis quand c'est bien technologiquement, on est copié. Et surtout, il y a des coûts de transport énormes. Vous importez quelque chose de Chine, il vous faut au minimum 10 jours, 15 jours avant que les containers arrivent au Havre. Et puis après, vous allez découvrir ce que vous allez découvrir. On le voit dans la téléphonie, etc. La moitié de la marchandise, c'est à renvoyer. Et puis en plus, il y a des problèmes de communication avec la langue, des problèmes culturels. Et puis le niveau de vie a nettement augmenté en Chine, donc ça coûte de plus en plus cher. Et déjà, on voit toutes les entreprises de haute technologie dans le domaine sportif. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Je suis un passionné de ski, donc je regarde ça de près. Mais les fabricants de ski, Rossignol, Dynastar, ont réinternalisé leur fabrication en Savoie parce que le matériel n'était plus de qualité. Et comme eux vendent de la qualité, ils étaient en train de perdre énormément de parts de marché. Et je pense qu'aujourd'hui, le consommateur lambda, il est prêt à payer pour la qualité. Depuis qu'elle a crise... En Algérie, est-ce que nous pouvons, sans jamais l'avoir fait en fait, depuis l'indépendance, est-ce que nous pouvons aujourd'hui apprendre ou réapprendre à créer la richesse ? Alors, je suis positif, donc je veux dire oui, on peut le faire, mais on peut le faire à condition de s'appuyer sur cette diaspora qui, elle, a cette culture. Parce que savoir-faire. Apprendre une technique à quelqu'un, c'est facile. Changer la culture de quelqu'un, ça prend des années, ça va prendre des générations. Sauf qu'on a l'Algérie, alors je ne vais pas dire l'Algérie, c'est on n'a plus le temps d'attendre. Et ça ne va pas assez vite. Moi, on me dit, oui, mais tu faut mettre en place un système qui puisse attirer la diaspora algérienne dans le monde. Ce qu'a dit le monsieur de la Silicon Valley, et il a raison, l'Algérie doit s'appuyer sur sa diaspora qui a cette expérience. Et l'expérience, ça prend du temps. Qui a cette mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de logistique de les recevoir. Mais comment faire ? Alors, mais... En termes concrets, il faut qu'en comment contrepartie, elle fasse comme les Indiens. Oui. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros en France, il faut le payer 10 000 euros en Algérie. Quelqu'un qui a des avantages en France, il faut lui donner. Et j'avais fait une discussion avec un entrepreneur qui fabrique des boissons en Algérie, et il me disait, mais vous, les immigrés, déjà il nous appelait immigrés, on n'est pas immigrés, il disait, mais vous, quand vous venez en Europe, en Algérie, vous voulez être payé en euros. Et je lui ai fait une comparaison. Je lui ai dit, mais Zinedine Zidane, quand il a signé au Real de Madrid, il ne s'est pas fait payer en dinars. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais l'Algérie n'a pas fait cela, n'a pas offert de bons salaires, ni une bonne situation à sa diaspora quand elle en avait les moyens, quand elle avait 1000 milliards de dollars à côté. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui elle puisse le faire, qu'elle est complètement démunie ? Il va falloir trouver des solutions, sinon ce sont les Américains qui vont le faire avec une culture américaine
Et puis derrière, après, on ne sait pas où ça peut nous emmener. Les Américains, économiquement, sont puissants, mais ils sont aussi capables de déclencher des conflits dans le monde entier. Ils sont capables de mettre des personnalités ou des gens qu'ils auront choisis à des postes de responsabilité. Vous savez, l'intégration par le capital, c'est pas une idée que j'ai moi, c'est une réalité tout simplement. Hein. On dit tous, hein, pour faire quelque chose, il vous faut de l'argent de toute façon. Et eux, ça, ils sont capables de le faire. Mais si demain nous devons nous mettre sur ces rails, sur cette logique de création de richesse, fini de puiser dans nos ressources, combien d'années faudrait-il pour pouvoir nous mettre à flot, devenir un pays à peu près normal, d'après vous? D'années de privation, je suppose, de travail sérieux, de sérieux? Ben, je pense que d'abord il faut le faire vite, oui. Parce qu'à chaque fois qu'on prend une année de retard, je dirais dans le temps, en réalité économiquement c'est plusieurs années, puisqu'aujourd'hui l'échelle de l'année n'est pas la même échelle. Hein. Moi je pense qu'il faut une décennie pour changer l'état d'esprit. Hein. Il faut une décennie. D'austérité aussi? Pas forcément d'austérité, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation de nombreux jeunes Algériens, alors j'aime pas dire de choses négatives, mais d'abord il va falloir qu'ils soient, je dirais, plus dans le mode je me mets au travail et je me bats et je vais faire quelque chose. Mais un jeune, quand il a un espoir, le pire pour une jeunesse, c'est de ne plus avoir d'espoir. C'est ce qu'il y a de pire, parce qu'on n'attend plus rien. Mais je pense que l'entrepreneuriat privé, mais on pourrait aussi imaginer les grands chantiers d'État. Il y a énormément à faire en Algérie, hein. Les infrastructures, les routes, les ponts, les aéroports. J'ai lu l'autre jour que le premier marché mondial automobile de Renault, c'était l'Algérie. C'est formidable. Mais une voiture, ça entraîne une économie autour de ça. Et puis, j'ai rencontré aussi des Algériens qui vivaient très bien en Algérie et qui me disaient « Mais moi, j'ai pas envie d'aller en France. J'ai un tel niveau de vie ici que je n'ai pas envie de... » Mais c'est une prospérité toute... Alors, c'est nouvelle, c'est une... factice, hein, elle ne repose pas sur une véritable assise économique. C'est un peu comme les start-up, hein, ou comme l'économie du net il y a quelques années. Hein. On crée une entreprise, 2 ans après, on la revend, on prend de l'argent. Voilà. Et puis, ça reste quand même, pour moi, une minorité, quoi. C'est pas encore une majorité. Il y a encore une grande majorité d'Algériens qui, d'abord, ont cette vue de l'Eldorado, qui est l'Europe ou l'Amérique du Nord. Et je le rappelle, hein, les Américains ne se trompent pas, ils savent repérer les talents et ils savent faire germer les bonnes graines, hein, tout simplement. D'où le débarquement, pas en Normandie, en Algérie. En Algérie. Karim Elouech, un seul mot, bravo. Merci. Vous nous avez sauvé la mise. On attendait 4 invités, finalement vous avez fait l'émission tout seul. Ben écoutez, vous avez été très plaisant, très instructif. Nous avons beaucoup appris avec vous. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on vous reverra plus souvent ici. Et puis j'aimerais saluer tous mes compatriotes. Vous pouvez regarder la caméra. Et voilà, je salue tout le monde, tous mes compatriotes. Et puis, comme je dis, vive l'Algérie et vive la France. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Pardon à nos invités de ne pas avoir pu les joindre. J'espère que ce n'est que partie remise. Barakallahu fikum, qala khair bislama.